Bonjour, je me présente, Benjamin Harlock. Je suis un scientifique, je suis professeur au département des neurosciences de l'université, j'ai publié de nombreux articles scientifiques et je suis également l'auteur d'une théorie sur l'humanité. Mais toutes ces choses ne me rendent pas aussi fier que d'être un personnage central de cette histoire assez originale racontée dans ce livre. La conscience aurait-elle une faille? Intriguant, n'est-ce pas? Alors je ne vais bien sûr pas vous raconter l'histoire, mais laissez-moi vous décrire dans quel contexte elle se déroule. La toile de fond de cette intrigue n'est nulle autre que ma théorie sur l'humanité. Alors même si j'explique avec précision tous les détails de cette théorie, j'aimerais quand même préciser une chose importante. Certes, je suis un scientifique qui aime se poser des questions, mais ma passion est vraiment d'essayer de comprendre les choses. Alors, peut-être allez-vous penser que ce livre est plutôt destiné à des esprits scientifiques. Mais avant que vous abandonniez l'idée de vous le procurer, je tiens tout de suite à vous rassurer. Même si l'histoire débute avec l'explication très détaillée de ma théorie et sur toutes ses conséquences, tout le livre ne parle pas que de ça. Alors je pense qu'il vaut la peine d'être découvert. Et pourquoi? Car c'est avant tout un roman. L'histoire se déroule dans un monde très concret. Il y a une intrigue, du suspense, des rebondissements, et même une histoire d'amour. Ma théorie ne sert que de toile de fond. Alors comment est née cette théorie? Tout est parti du constat suivant. Bon nombre de choses qui occupent notre quotidien n'ont été que le développement et l'amélioration de choses existantes. Prenons l'exemple de l'avion. Son principe n'a pas changé au travers des années. Il y a eu le biplan, puis ce dernier a été amélioré pour donner les avions d'aujourd'hui. Pour les bateaux, c'est la même chose. À l'origine, il y a eu la barque, puis elle a été améliorée en galions, qui eux-mêmes ont été améliorés pour donner nos navires d'aujourd'hui. Mais si nous prenons la chandelle, quelle a été son amélioration? Il pourrait bien s'agir de la lampe à pétrole, mais dans ce cas, quelle invention a été à l'origine de l'ampoule? Car ce n'est pas en améliorant la chandelle qu'on a découvert l'ampoule électrique. Pour cette dernière, Thomas Edison a balayé l'existant et est parti sur des chemins inconnus et inexplorés. Faisons une autre analogie. Prenons par exemple le peuple des Incas. Ces derniers avaient un amour inconditionnel pour le soleil. À leurs yeux, c'était une divinité et leur foi en ce Dieu comblait leur vie. Mais quelle aurait été leur réaction si un homme du futur allait leur avouer que cet astre lumineux n'est absolument pas divin, mais est le siège d'une réaction thermonucléaire qui transforme l'hydrogène en hélium? Probablement qu'ils s'insurgeraient en criant « c'est impossible ». Puis les scientifiques s'en sont mêlés et ont effectivement prouvé que le Soleil était bien le siège d'une réaction thermonucléaire qui transforme l'hydrogène en hélium. Alors voilà d'où tout est parti. Tout est parti d'une citation qui dit « Quand on ouvre son esprit à l'impossible, on peut parfois découvrir la vérité ». Mais avant de s'aventurer à explorer l'impossible, il faut quand même avoir une démarche scientifique. Appliquons alors la démarche empirique. Cette dernière est basée sur l'observation de faits et d'événements et d'y accorder une réflexion afin de trouver une origine commune à toutes ces choses. Des liens qui uniraient l'ensemble. Dans ce cas, comme ce ne serait qu'une hypothèse, il est établi non pas une théorie, mais un postulat. Comme je vous l'ai dit, mon esprit regorge de questions parfois bizarres. Puis un jour, ce sont ces questions qui ont germé dans mon esprit. D'où vient notre conscience? Où était-elle stockée avant d'animer mon corps? Existait-elle? Et pourquoi ai-je celle-là et pas une autre? Après ma mort, existe-t-elle toujours? Et si oui, où repart-elle? Etc., etc., etc. Puis toutes ces questions se sont regroupées en une seule, et si? Et si tous ces sujets étaient reliés par une origine commune, voire une conscience universelle? Alors, partant de là, j'ai émis mon postulat qui pourrait s'énoncer comme suit. Il existerait dans l'univers une forme de conscience universelle qui régirait toute forme de vie présente dans l'univers. Notre conscience serait donc non locale, elle nous serait transmise à distance au travers d'une connexion, notre cerveau ne serait qu'un décodeur d'une infime partie,
et ce serait cette conscience qui organiserait nos vies. Bref, tout ce qui serait hasard, coïncidence et synchronicité, tout serait organisé à l'avance. Pour illustrer mon postulat, faisons cette comparaison avec mon poste de télévision. Il existe quelque part un studio de télévision qui diffuse des ondes audiovisuelles. Ces ondes sont recueillies par mon décodeur qui les transforme à nouveau en signaux électriques pour être concrétisés en images sur mon poste de télévision. Eh bien, pour mon esprit, ce serait comparable. Il y aurait une conscience universelle qui diffuserait des ondes de conscience. Ces ondes seraient recueillies par mon cerveau qui les transforme à nouveau en signaux électriques pour être matérialisés en prise de conscience de ma conscience. Ce postulat expliquerait également pourquoi nous n'avons pas accès à la connaissance universelle, expliquerait notre personnalité et les différentes capacités que nous possédons, capacités qui sont donc différentes pour chaque personne. Pour résumer mon postulat en images, voici ce que ça pourrait donner. Il y aurait cette conscience universelle qui chapeauterait le tout. On peut imaginer différentes bulles de conscience pour des domaines particuliers, puis chacune de ces bulles émettrait une multitude d'ondes de conscience dont chaque parcelle serait destinée à chaque personne. Alors, entre parenthèses, j'ai également inclus les animaux, car eux aussi ont une conscience. Et le fait qu'ils soient également reliés à cette conscience universelle expliquerait bien des choses vis-à-vis de leur instinct et de leur savoir. Par exemple, qui a appris à l'araignée qu'elle pouvait tisser une toile et comment le faire? Qui a appris aux oiseaux l'extraordinaire faculté de construire un nid ultra résistant? Ou encore a enseigné aux saumons à remonter la rivière pour retourner là où ils sont nés? Et pourquoi pas, qui a appris au virus à muter pour s'adapter à la médecine moderne? Mais revenons aux humains. Une fois ce postulat énoncé, une autre question est apparue. Dans quel objectif? Quel serait l'objectif de cette conscience? Mon hypothèse, et je vous parle toujours en tant que professeur Harlock, serait qu'elle s'alimente de nos expériences de vie. Bref, nous serions ces marionnettes. Nous vivons tous des épreuves dans la vie. Mais alors, est-ce que ces épreuves seraient-elles volontaires pour nous faire vivre et apprendre des choses? Par exemple, je suis né dans un beau pays développé et je n'ai quasiment manqué de rien. Ou alors, je suis né dans un pays ravagé par la guerre, la faim et le manque de ressources naturelles. J'ai pu grandir en bonne santé et avoir accès à des soins médicaux, ou alors je suis né avec un handicap de naissance et je n'ai pas eu accès à des soins médicaux de qualité. Je suis né dans une famille aimante et j'ai eu une enfance merveilleuse. Je suis né dans une famille désorganisée et j'ai été victime de maltraitance. J'ai fondé une famille, j'ai des enfants adorables, en bonne santé, et je vis dans une maison à la campagne, où la violence de rue m'a pris mon enfant et ma femme est décédée d'un cancer. Est-ce que toutes ces choses sont effectivement dues au hasard de la vie, ou est-ce qu'elles ont été soigneusement choisies? Une autre conséquence de mon postulat serait de permettre d'envisager une logique sur des événements bizarres. Les missions de vie, par exemple. Si cette conscience veut apprendre à travers nous, elle nous a attribué un chemin, quelque chose à accomplir. Ce qui serait ce que nous appelons peut-être notre destin. Y accordons-nous de l'importance pour essayer de le découvrir, ou est-ce que nous organisons notre vie pour essayer d'emprunter un autre chemin? Dans les récits de mort imminente, bon nombre d'entre eux concordent vers ces mêmes détails. Ça aussi, je vous l'explique dans ma théorie. Les âmes errantes et les fantômes sont-ils eux aussi tributaires de cette conscience universelle? La télépathie et le principe de capter la connexion de quelqu'un d'autre, ça aussi, c'est faisable. Ce sentiment de réincarnation et d'avoir vécu une vie dans le passé a une origine tout à fait logique également. Ces épreuves de vie que nous venons d'évoquer, sont-elles vraiment dues au hasard? L'intuition et cette sensation d'avoir des flashs sur le futur, ce point, je vous le développe dans quelques instants. Puis, il y a cette qualité du lien qui joue un rôle important sur nos capacités. Et les âmes sœurs. Si je reprends mon dessin du concept de la conscience, peut-être que deux personnes ont reçu des parcelles de conscience très proches et ont donc quelque chose à réaliser en commun. Quant à notre pouvoir de création, si nous partons du principe que cette conscience nous envoie des informations, peut-être pouvons-nous, à notre tour, inverser la connexion. Oui, elle influence nos actions, mais peut-être pouvons-nous l'influencer à notre tour et aller y puiser des réponses. Eh bien, toutes ces choses, je vous les explique en détail dans ma théorie. Mais revenons sur le principe des temps simultanés. Un livre est une histoire complète. Ils sont simultanément présents, le passé, le présent et le futur. Où que je sois dans ma lecture, le passé est toujours présent dans les pages que je viens de tourner, et le futur est présent dans les pages que je n'ai pas encore lues, mais il est là,
Bref, on vit l'histoire en se déplaçant au travers des pages. Le livre, lui, est immobile. Alors si je place une échelle de temps fixe, et que sur cette échelle je place une suite d'événements, ma vie ne s'écoulera pas par le temps qui passe, car il est fixe, mais elle s'écoulera au fil des événements que je vais traverser. Mais tous ces événements sont déjà devant moi. Alors je pourrai traverser ceux qui seront sur la route que j'ai choisie, mais également ceux vers la destination que la conscience m'aura attribuée, car elle connaît l'avenir et ce qui doit être réalisé pour elle. Le temps n'est là que pour donner un ordre chronologique, car l'important n'est pas quand j'ai vécu un événement, mais simplement le fait de l'avoir vécu. Mon autre postulat, qui est en fait l'atout majeur de cette conscience universelle, est que si le passé existe toujours quelque part, et si le futur existe déjà quelque part, et elle le connaît, serait-il possible d'aller le voir, tout comme on voit le passé des étoiles? En conclusion, j'utiliserai cette maxime latine qui se traduit comme suit: la foi précède, la compréhension suit. Ce qui veut dire que, pour comprendre quelque chose, il faut préalablement y croire. Mais j'avoue qu'il y a un objectif caché dans cette théorie qui sert de toile de fond à cette histoire, c'est de vous faire poser la question: et si c'était vrai? Alors peut-être qu'à cet instant, la seule réaction que vous pouvez avoir, c'est: je n'ai absolument rien compris. Je vous rappelle que c'est un roman. L'histoire commence vraiment quand un homme va refuser que cette conscience universelle contrôle sa vie et son destin. Son objectif, quitte à mettre sa vie en jeu, trouver la faille et briser le lien avec cette conscience universelle. Va-t-il y arriver face à cette conscience qui sait tout, qui voit tout et qui contrôle presque tout? Et si oui, comment? Eh bien, pour le savoir, je vous invite donc à découvrir ce livre. Je suis Benjamin Harlock, et pour m'accompagner dans cette histoire, vous me trouverez sur le site de l'éditeur.